Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et série Poste numéro 323. Déjà, eh oui. Je suis très heureux de vous recevoir, Régis Debray. Vraiment très heureux. Et moi, très intimidé. Oh, mais non, c'est moi. Car pour tout vous dire, nous avons besoin de vos lumières. Vous qui êtes philosophe, essayiste et président d'honneur de l'Institut européen des sciences des religions. Vous venez de publier un ouvrage tout à fait passionnant, Un Candide en Terre Sainte, une sorte de pèlerinage bien actuel sur les pas de Jésus qui vient de paraître chez Gallimard. C'est une chronique, une sorte de méditation. Je parlerai de voyage plutôt que de pèlerinage. Très bien, très bien. Le voyage est un pèlerinage laïque. Voilà. Très bien. Alors, nous allons donc parler de Dieu, ça tombe bien, si j'ose dire, de Dieu, de la laïcité et de la République. Et je rejoindrai, et aussi un sujet qui nous touche vraiment beaucoup en ce moment et qui provoque une polémique forte, enfin, les enfants de la Shoah, la mémoire des enfants de la Shoah. Je rejoindrai tout à l'heure, pour un débat qui s'annonce vif, très vif, la philosophe catholique, traditionnaliste, Chantal Delsol, la journaliste et militante de la laïcité, Caroline Fourest, Vincent Payon, député européen socialiste et professeur de philosophie, le député du Val d'Oise et secrétaire national de l'UMP, Jérôme Chartier, le rabbin des armées, Haïm Korsia, et un membre musulman de la commission Islam et laïcité, Abdelaziz Chambi. Alors, Sarkozy, le président Sarkozy, Dieu et la République. Voilà ce qui s'est passé, je vais vous raconter, au cas où vous ne le sauriez pas. Depuis décembre, le président, et c'est inattendu pour la fonction, en tout cas en France, ne cesse de chanter et de louer Dieu. Alors, vous avez suivi, Dieu qui est dans le cœur de chaque homme, Dieu qui n'asservit pas mais qui libère l'homme, un Dieu invoqué et célébré au Vatican, en Arabie Saoudite, et à Paris devant la communauté juive cette semaine même. Certains se réjouissent de cette ferveur qui ajoute un supplément d'âme bienvenu et un peu de cette transcendance qui nous permet d'éloigner pour un temps de nos débats triviaux sur le pouvoir d'achat, les inégalités profanes et le retour d'une inflation, disons-le, bien mécréante. D'autres s'inquiètent, pas pour Dieu, non, mais pour notre laïcité, notre précieuse laïcité à la française. Qu'ils se sentent bousculés par le souffle présidentiel comme ils sont interpellés par la proposition, c'est un autre sujet. Faites à tous les enfants de CM2 de se voir confier comme parrainé le souvenir d'un enfant juif mort pendant la Shoah. Alors, un véritable tollé à saluer cette proposition. J'aimerais connaître votre réaction à vous, Régis Debray. La messe est dite, si vous me permettez. Simone Veil, qui était la mieux placée pour l'exprimer, a, je crois, enterré cette mauvaise idée. Mauvaise idée. On ne peut pas réquisitionner des enfants de cet âge pour leur repasser notre culpabilité, en plus pour une faute qu'ils n'ont pas commise. Et de surcroît sur injonction gouvernementale. Il y a une sorte là de magistère dixit de l'horreur qui est plutôt un abus de mémoire qu'un devoir de mémoire. Et puis ça pourrait soulever beaucoup de surenchères communautaires. S'il y a au fond de la classe un petit garçon du Maghreb qui dit « Moi, mon grand-père a été torturé par les parachutistes, et puis est-ce que je peux me souvenir de lui ?» Ah non, monsieur, tout ça, on sent que c'est de nature à diviser. Concurrence des mémoires, ça divise plus que ça unit. C'est de nature à diviser et c'est de nature à remplacer, encore une fois, la connaissance par l'émotivité. En tout cas... Ce qui n'est pas le rôle de l'école. L'émotion est permise, mais peut-être pas toujours dans l'école. Emmanuel Mignon, qui est au cabinet de Nicolas Sarkozy, qui est sa conseillère, persiste et signe, aujourd'hui même dans le journal du dimanche, vous le savez. Donc c'est bon. Vous me l'apprenez. Mais je vous l'apprends, mais c'est ainsi. Donc, et Simone Veil a dit, elle, c'est imaginable, insoutenable, dramatique et surtout injuste. On ne peut pas infliger cela à des petits de 10 ans. On ne peut pas demander à un enfant de s'identifier à un enfant mort. Est-ce bien le rôle du président de la République d'intervenir dans les programmes, comme il l'a fait pour la lecture de la lettre du jeune résistant Guy Môquet? Je ne sais pas. Non. Non. Je ne crois pas. C'est à l'inspection générale, avalisée par le ministre de l'Éducation. Dites-moi, c'est du même ordre que Guy Môquet? Que la lecture de la lettre de Guy Môquet, ce jeune résistant de 18 ans, 19 ans, tué par les nazis? Non, ça relève évidemment de la même inspiration, mais je ne pense pas que ce soit du même ordre. Il n'y a rien de morbide dans le fait de lire une lettre
qui doit être connu par tout le monde. Non, ça me gênait un peu, Guy Môquet, par le côté carte forcée, liturgie officielle, mais il n'y a pas ce côté morbide et pathologique qu'il peut y avoir dans la résurrection de petits-enfants morts, de cadavres d'enfants. Le président a également suggéré que l'on enseigne à nouveau la morale et la religion dans les établissements scolaires. Vous qui êtes l'auteur, en 2002, d'un rapport sur l'enseignement du fait religieux à l'école, qu'en pensez-vous? D'ailleurs, a-t-il repris les propositions de votre rapport? Le rapport était déjà passé dans les faits quand il est arrivé à la présidence de la République. Moi, je proposais de remplacer une laïcité d'incompétence, c'est-à-dire qui, par construction, n'a pas à s'occuper du religieux, par une laïcité d'intelligence, c'est-à-dire nous devons comprendre le phénomène religieux, le fait religieux. En tant que laïque, non pas comme culte, mais comme culture. Comme culture. Un fait religieux qui structure les civilisations, qui marque l'histoire, sans lequel on ne peut pas comprendre le patrimoine littéraire et artistique de notre pays, sans lequel on ne peut même pas comprendre l'actualité. Autrement dit, donner des éléments de connaissance pour simplement déchiffrer le monde réel. Là, nous sommes dans une laïcité de connivence, si j'ose dire. C'est autre chose. C'est-à-dire, comme si nous avions une sorte, nous républicains, une sorte d'infériorité innée face à ceux qui ont une croyance en une religion révélée, en un Dieu unique, personnel, créateur du monde. C'est une foi très respectable. Encore une fois, la laïcité respecte la religion, mais elle n'en reconnaît pas d'officiel, elle ne les méconnaît pas. Il y a un bureau central des cultes, mais la puissance publique doit s'abstenir de toute déclaration pour ou contre telle ou telle croyance qui relève du privé. Voilà. Au-delà de ces propositions... Et si elle ne le fait pas, la coexistence entre les différentes visions du monde est en crise. Mais alors, on va continuer là-dessus. Au-delà de ces propositions, le président a prononcé 3 discours très importants sur Dieu, la religion, la laïcité, qu'il souhaiterait, lui, positifs, dit-il. Depuis fin décembre, 3 lieux. Le Vatican, Riyad, Paris avec la communauté juive. Enfin, ces 3 lieux sont-ils dus au hasard ou c'est un plan ancien chez le président d'aborder ces sujets, de revenir sur la loi sur la laïcité de 1905, pardon? Non, je crois que le président a écrit un livre, il y a déjà 3-4 ans, je crois, en tant que ministre de l'Intérieur, où il avait mis carte sur table. En gros, c'était la République n'a plus capacité à fédérer les âmes, pour aller vite, à galvaniser les cœurs. La République, ce n'est plus que de la gestion matérielle, au jour le jour. Et donc, comme il faut bien un principe d'unification, un principe d'unité, un principe de convergence, nous allons le demander aux religions. C'est-à-dire on délègue la morale aux confessions religieuses. C'est jamais une vision... un instituteur ne remplacera un curé, un rabbin, etc., un imam. C'est simplement un américanisme, je dirais, parce que c'est l'importation d'un modèle américain qui ne correspond pas à la genèse, à l'histoire et à l'âme de notre pays, tout simplement. D'ailleurs, cette idée des enfants, en quelque sorte parrainés, des enfants morts parrainés par des vivants, ça vient d'Amérique aussi. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour l'Amérique est bon pour la France, pense notre président. Il appelle ça la modernité. Je crois que c'est une erreur, parce que dans notre pays, nous avons des règles du jeu particulières. Nous avons eu le siècle des Lumières. La liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté des cultes a été arrachée à une tradition autoritaire et, disons-le, cléricale. Aux États-Unis, c'est tout à fait différent. Aux États-Unis, la liberté de croire, c'est la liberté elle-même. Il n'y a pas de dogme. Nous sommes dans un monde protestant. Ce sont des enfants de la Bible qui ont fondé les États-Unis. Et là-bas, la séparation des églises et de l'État, c'est plutôt protéger les églises de l'État. Nous, c'était protéger l'État des églises, étant donné qu'il y en avait eu une tout de même qui ne reconnaissait pas la République et qui avait, comme vous le savez, jugé luciférien les droits de l'homme, par exemple, au XIXe siècle, le syllabus. Bref, nous avions un contexte très particulier. Et donc, je dirais que l'esprit du citoyen, chez nous, a pour centre de gravité l'école, où il apprend à juger par lui-même. Sans doute faut-il un maître pour apprendre à se passer de maître. Mais le but est de développer un jugement critique. Et pas du tout, disons, de s'adapter ou de s'insérer ou de
de renchérir sur la société telle qu'elle est. Là, il y a vraiment une confusion de civilisation. Car c'est très bien d'avoir une politique de civilisation, mais il ne faut pas se tromper de civilisation. Je voudrais que vous commentiez cette phrase de Nicolas Sarkozy: un homme qui croit est un homme qui espère. C'est l'intérêt de la République, c'est qu'il y ait beaucoup d'hommes et de femmes qui espèrent. Que vous suggère le rapprochement de ces deux mots, intérêt et espoir? D'abord, je ne suis pas commentateur professionnel des propos du président. Donc vous me mettez dans une position un peu gênante. Je ne voudrais pas faire le magistère, le censeur, etc. Il a bien le droit de penser ce qu'il veut. Mais là, il est président de la République. Il est président de la République, nous l'avons élu, le peuple français. Attendez, il me semble tout de même, c'est pas très chrétien ça, parce que on a autant de raisons quand on est chrétien de craindre que d'espérer. Espérer, ça veut dire quoi? Espérer, ça veut dire une vie après la mort. Espérer que tout n'est pas fini au moment de la mort physique et qu'il y a dans l'éternité un accomplissement. Mais attendez, quand on est chrétien, c'est l'enfer qu'il faut craindre et pas seulement le paradis qu'il faut espérer. Mais encore la République a intérêt à avoir des croyants. Écoutez, les citoyens croyants. La République a intérêt à avoir une morale, c'est-à-dire avoir un certain nombre de principes qui n'ont pas besoin de s'appuyer sur Dieu. Pourtant, c'est ce qu'il dit, lui. Oui, mais c'est une erreur. Les devoirs en vertu ont été supprimés des programmes de l'école républicaine en 1923. Et donc, la morale n'a pas besoin de s'appuyer sur une révélation transcendante, sur un être surnaturel. Il y a des principes depuis l'Antiquité, à travers toutes sortes de philosophies, des principes de philanthropie, de solidarité, de fraternité, de libre pensée, de respect de l'autre, bref... D'amour du prochain. Il existe un humanisme, éventuellement athée ou agnostique, et c'est une option spirituelle, ma foi, qui vaut bien les autres, qui n'est ni plus ni moins, qui est différente. Mais alors, est-ce une pensée totalement mécréante de ma part? Enfin, je n'ose imaginer. Et que dire que Nicolas Sarkozy, ayant quelques difficultés avec le pouvoir d'achat, par exemple, ou la croissance en berne, propose au peuple français un retour vers plus de spiritualité ou de plus de religion? Écoutez, quelles sont les deux valeurs suprêmes de notre société auxquelles, je crois, notre président adhère? C'est la gloire et c'est l'argent. C'est-à-dire, c'est l'image, le show, et les affaires, le business. Ça s'appelle showbiz, n'est-ce pas? Alors évidemment, ça ne nourrit pas vraiment son homme. Et il est certain que toute société humaine a besoin d'autre chose. Principe d'unité, d'un élément fédérateur, d'une transcendance qui a pu être la patrie, qui était la France, Notre-Dame, la France pour le général de Gaulle, qui pouvait être la société sans classe pour un communiste ou un socialiste, qui peut être la raison, le progrès. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui un assèchement symbolique. Au fond, le symbolique, c'est ce qui unit les hommes. Le marché divise les hommes et l'argent divise les hommes, la concurrence divise. Et donc ce matérialisme-là a besoin effectivement d'une sorte de supplément d'âme pour compenser. C'est encore une fois le modèle américain, où nous avons la société la plus matérialiste et la plus cynique et la plus individualiste d'un côté, mais nous avons également le prayer breakfast, le serment du président sur la Bible. Et tout ça marche bien ensemble. Je dirais que c'est ce grand écart qui fait tenir les États-Unis. Mais les États-Unis, encore une fois, sont des enfants de la Bible. Ils sont nés, les dissenters anglais ont été vers la terre promise. C'est un peuple profondé. On parle même de théodémocratie. Ce n'est pas notre cas en France. Nous avons fait la révolution. Les sondages, les enquêtes d'opinion sont très défavorables au président en ce moment. Encore ce matin, dans le Parisien dimanche, 52% des Français pensent qu'il ne fait pas un bon président de la République et pour 64%, il n'apporte pas de solution à leurs problèmes. Donc, ma question est triviale. Alors, pour le coup, la question de Dieu est-elle une sorte de fumigène pour relancer sa popularité? Non, je ne dirais pas cela, mais encore une fois, je ne suis pas politologue ni psychologue. Et aujourd'hui, la politique devient un prolongement de la psychologie, n'est-ce pas? Personnel, individuel. Donc, je ne suis pas dans le secret des âmes, ni dans le secret de l'âme de M. Sarkozy. Mais vous êtes un philosophe. Oui. Donc, je n'aime pas trop réduire les questions à des affaires de caractère
d'hélicoptères. Enfin, que se passe-t-il là, en ce moment Tripodisation de la vie politique, ça on le sait. Il se passe que nous avons un président de la République qui ne sait plus séparer le privé du public. Le président de la République nous représente tous. Et il n'a pas à prendre position sur des valeurs spirituelles qui n'appartiennent qu'à chacun. Et donc, me semble-t-il, il faut rétablir une différence entre la fonction, qui est encore une fois une fonction symbolique et dépersonnalisante, et puis l'expression intime de conviction. Lorsqu'il nous représente à l'étranger, il représente tous les Français. Il ne représente pas seulement les croyants, et les croyants en ceci plutôt qu'en cela. Donc là, me semble-t-il, nous payons ce que j'ai appelé l'obscénité démocratique. C'est-à-dire la confusion du privé et du public, qui se fait un peu partout, hein, gauche-droite aussi. Vous pensez ? Écoutez, la mise en avant de la vie privée, c'est sans doute un effet de la télévision. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est difficile de se dépersonnaliser. Mais en même temps, on a l'impression que la fonction présidentielle a perdu de son sacré et de son mystère. Hein, c'est presque... Et la cité a horreur du vide. La cité a horreur du vide. Et c'est ce vide-là que vient combler peut-être aussi le discours présidentiel. Comme la nature, il y a un appel d'air, bien entendu, lorsque... comment dirais-je, il y a une sorte de virement de crédit, si vous voulez. Lorsqu'on ne peut plus faire confiance au contrat social, on se tourne vers un contrat divin, parce qu'il faut bien un élément de confiance. Alors, certains l'appellent foi, ma foi, pourquoi pas. Dans votre ouvrage, vous revenez sur les pas de Jésus à travers le Proche-Orient. Ce Candide en Terre Sainte, c'est vous le Candide, enfin, pas franchement. Si, franchement. Là-bas, au Moyen-Orient, la guerre et la mort rôdent. Hein. Comment juifs, chrétiens, musulmans tentent de vivre? Comment êtes-vous revenu de ce voyage? Ce sera ma dernière question avant de rejoindre nos invités et de poursuivre le débat qui s'annonce effectivement vif. Eh bien, je suis revenu avec l'idée, si vous voulez, que le religieux est sans doute ce qui instaure une communion et donc une cohésion entre les hommes, mais cette communion ou cette communauté respectable a son envers, qui est la division et la séparation, c'est-à-dire c'est un repli. Il y a un risque dans le religieux de repli sur soi. Un peu dans le monde entier. Évidemment. Évidemment dans le monde entier. Évidemment. Et donc, au Moyen-Orient comme ailleurs. Une communion, lorsqu'elle est intense, ou une affirmation identitaire, se pose en s'opposant. Et donc, il y a également un principe de séparation qui est un principe de catastrophe. Et donc, je dirais, les identités religieuses, elles donnent vie, elles sont vivifiantes. Il faut également voir l'envers de cet endroit, le danger du ghetto. Ghetto superposé, ghetto qui se jouxtent et qui se font la guerre. Là où il y a un élu, il y a un exclu. Et se croire élu, il y a un danger, si vous voulez. Je pense à un très beau livre que Théo Klein vient de sortir, qui s'appelle « Sortir du ghetto ». Je pense que c'est notre devoir à tous, qu'on soit juif, chrétien, musulman ou républicain, tout simplement. Nous irons sur vos pas en Terre Sainte grâce à votre livre. Régis, je vous remercie beaucoup. Hein. Nous allons écouter, avant de rejoindre nos invités du débat, mercredi soir au dîner du CRIF, le président précisait sa conception de la laïcité. Regardons et merci beaucoup, Régis Debray. Merci beaucoup. Ces questions sont d'une importance trop grande, trop fondamentale, pour que l'on puisse se permettre les approximations, les amalgames et les raccourcis. Jamais je n'ai dit que la morale laïque était inférieure à la morale religieuse. Ma conviction, voyez-vous, c'est qu'elles sont complémentaires. Et jamais je n'ai dit que l'instituteur était inférieur au curé, au rabbin ou à l'imam pour transmettre des valeurs. Mais ce dont il témoigne n'est tout simplement pas la même chose. Le premier, je veux dire l'instituteur, témoigne d'une morale laïque, faite d'honnêteté, de tolérance et de respect. Le second, je veux dire le curé, le rabbin ou l'imam, témoigne d'une transcendance, dont la crédibilité est d'autant plus forte qu'elle se décline dans une certaine radicalité de vie.
Alors, bonjour mesdames, bonjour Caroline Forest, bonjour Chantal Delsol, bonjour à tous. Je vous présenterai tout à l'heure, encore mieux évidemment, comme je l'ai fait tout à l'heure. Mais je voudrais savoir comment vous réagissez au propos du président, là, au propos du président de la République. Il a tenu à revenir sur ce qu'il avait dit ailleurs. Qui veut commencer? Allez-vous, Jérôme Chartier, vous qui êtes un proche du président de la République. Moi, je suis content qu'il soit revenu sur ce qu'il avait dit. Il a été amené à préciser sa pensée. Puis, finalement, ça devient très complet. Un discours à Latran, un discours à Riyad, un discours devant l'Assemblée du CRIF. Moi, je crois que ce n'est pas un hasard. Les communautés juives de France, oui. Oui, je crois que ça tombe très bien, c'est très complet. Et puis, finalement, c'est vrai, à chaque fois, un petit mot pour chacun. Il vient préciser sa pensée. Et bon, alors, Vincent Payon, ensuite Caroline Forest, ensuite Mme Delsol, Vincent Payon. Je crois qu'en réalité, c'est une troisième provocation par rapport à notre tradition et que, dans ce qu'il nous dit là, il persiste et il signe sur les deux discours précédents. Pourquoi je dis ça? Parce que ça a été fort bien dit par Régis Debray. La fonction présidentielle est très particulière. Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac lui-même avaient des croyances religieuses. François Mitterrand aussi, qui les a professées à la fin de sa vie, si j'ose dire. Je crois aux forces de l'esprit. Jamais ils n'en ont fait état dans leur fonction. Et c'est une rupture tout à fait profonde par rapport à notre pacte républicain. Qu'est-ce que vous dites? Valéry Giscard d'Estaing, il l'a dit, je suis président d'État laïque, mais je suis catholique, il l'a dit. Effectivement, d'ailleurs, à l'époque, ça avait provoqué un débat, mais c'est le seul, en l'occurrence, qui l'a fait. C'est pas du tout la même chose, chacun l'a bien compris. Caroline Forest. Non, mais sauf que ce que Nicolas Sarkozy fait est beaucoup plus grave que de nous parler de ses convictions personnelles. D'ailleurs, il ne nous parle pas de ses convictions personnelles, et honnêtement, je ne suis pas persuadée que ce soit quelqu'un pour qui la croyance sincère occupe une place majeure dans sa vie. Vous doutez de la sincérité du président? Non, mais je veux dire que c'est pas ça qu'on lui reproche. Il n'est pas en train de nous parler de ses convictions personnelles, il est en train de nous dire que la République a besoin de plus de religieux, et qu'il préfère aujourd'hui que des enfants croisent le plus possible des religieux, parce que les religieux incarnent à ses yeux l'espérance, et qu'il veut que de plus en plus de Français espèrent, c'est-à-dire que de plus en plus de Français croient. Il nous dit ça alors qu'il est chef de la République. Et que la République a intérêt à cela. Oui, il nous dit ça dans un contexte mondial de remontée des intégrismes et des communautarismes religieux, alors qu'on comptait sur la République pour essayer d'y résister, qu'il est chef de cette République et qu'il est en train de nous dire qu'il a décidé non seulement de ne pas résister, mais de favoriser le retour du communautarisme religieux. Quant à, excusez-moi, l'idée de faire trois lieux symboliques, Riyad, alors je ne comprends pas bien, Riyad représente les musulmans, Latran représente tous les catholiques de France et le CRIF représente tous les juifs de France. Là, on est dans le raccourci communautaire, effectivement, comme le disait Régis Debray, à l'américaine, qui ne fait rien de bon à notre modèle laïque et républicain. Madame Delsol, je vais vous présenter comme une philosophe catholique traditionnaliste. Enfin bon, oui, okay. Allez, vous acceptez le mot, j'ai fait attention aux expressions que j'utilise. Néoconservatrice, très bien. Je suis d'accord avec vous. Avec Mme Forest. Oui, avec Mme Forest, il n'a pas énoncé ses convictions personnelles. Et en ce sens, très bien. Simplement, il a dit un certain nombre de choses. Et finalement, un peu toujours les mêmes. Il a répété chaque fois parce qu'on lui disait comment ça ne va pas. Donc il a persisté et signé. Et à mon sens, ça signifie que la sécularisation, c'est une tradition européenne, séparation de l'Église et de l'État. C'est ce qui permet notre liberté. Sinon, on ne serait pas libre. Ça vient des Grecs, c'est très ancien, c'est dans le christianisme, etc. Mais la France, elle en a fait une laïcité à la française qui est un système dans lequel on ferme le ciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est-à-dire on ferme le ciel. Voilà, il n'y a pas une séparation entre l'Église et l'État, et il y a finalement une suppression de la croyance, ou disons qu'on ne veut plus en parler. Comment on supprime la croyance? On supprime, on ne ferme pas les églises, naturellement, mais symboliquement, tout se passe comme si ça n'existait pas. Et c'est là contre que viennent les discours de Nicolas Sarkozy, à mon avis, parce que la laïcité à la française, finalement, c'est une laïcité, c'est de l'athéisme militant. Vous vous sentez dans une société athée militante? Complètement. On vous a empêché, vous, monsieur Chablis, monsieur... attendez, c'est intéressant. Mais oui, je me sens dans une société où l'athéisme est militant. C'est-à-dire que nos enfants, quand en classe, le prof, moi ça m'est arrivé à la maison, parce que j'ai eu un certain nombre d'enfants qui sont maintenant grands, mais lorsque le professeur dit « Et vous, est-ce que vous avez une croyance ?» et tout, l'enfant rentre à la maison en disant « Maman, j'ai eu honte de dire que j'allais à la messe. » Mais c'est évident. Et c'est quand même la France qui s'est battue pour que la question des racines chrétiennes ne soit pas notée dans la Constitution. On va revenir bien sûr. Tout ça est comme signifiant. Donc je pense que c'est simplement pour revenir là contre ça que le président a parlé, c'est tout. Monsieur Chabi. Monsieur Chabi. Chabi. Non, juste, vous êtes membre de la commission Islam et laïcité. Islam et laïcité et du collectif des musulmans de France également. Je voudrais
partager partiellement ce que vous venez de dire, madame, mais le contrer aussitôt après. Pour dire que j'ai personnellement une expérience dans un centre de formation de directeurs d'établissements sociaux, où à la fin de la semaine de formation, j'ai une collègue de formation qui vient me voir et me dit « Abdelaziz, merci. » Je dis « Merci de quoi ?» Elle me dit « Merci de m'avoir permis de dire que je suis catholique. » Voilà. C'est vrai qu'il y a cette réalité-là, il y a une sorte un peu de rejet un petit peu de ce qui est religieux, n'empêche que je ne serais pas d'accord pour remettre encore le socle commun, comme le fait aujourd'hui le président de la République. Il y a un socle commun. Il y a la maison commune dont les fondations peuvent être mises en danger si on veut toucher à les institutions qui régissent cette République. Moi, en tant que musulman pratiquant, je n'ai pas envie que la République sorte de sa neutralité. Alors, on peut avoir un président croyant, certes, mais dans l'exercice de sa fonction, il doit s'abstenir de l'exprimer, cette croyance-là. Sinon, il ne va plus représenter les libres penseurs. Sinon, on va faire un danger, une sorte de hiérarchisation des valeurs dans la République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va s'identifier plus facilement à un président qui va se dire chrétien, mais ceux qui sont juifs, ceux qui sont musulmans, ceux qui sont athées ou ceux qui sont libres penseurs vont dire, effectivement, on se sent exclu de la République. Monsieur le rabbin Corsia, donc je rappelle que vous êtes aumônier des armées. Oui, et tenu au devoir de réserve, c'est ça que je Non, je vous en prie. Je pense qu'il y a un vrai danger en France, c'est que la seule religion qui aurait le droit de citer serait la religion de l'intégrisme laïque. C'est la seule religion qui ait le droit de citer. Vous dites ça ? Oui, je dis ça parce que citez-moi un exemple d'intégrisme laïque. Je vous dis, c'est un exemple qui nous concerne, sur lequel la HAL, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, a été saisie. C'est que jusqu'à maintenant, et de tout temps, il y avait une sorte de compréhension des impératifs religieux des uns des autres. Maintenant, on a une sorte de braquage des uns des autres qui consiste à dire la laïcité, il faut revenir à l'ancienne lecture, c'est-à-dire celle de 1905, qui n'était pas de religion. Alors que la laïcité, ça a toujours été, et c'est comme ça qu'on la vit depuis 100 ans, la neutralité. C'est-à-dire l'État ne prend pas part, ne dit pas c'est ça la religion d'État, ou celle-ci est meilleure qu'une autre. Donc de ce point de vue, je trouve logique de dire s'il y a quelqu'un qui a une foi et que cette foi le pousse à faire quelque chose qui est bien pour la collectivité, mais c'est bien pour l'ensemble. Si moi, par exemple, je donne à un pauvre motivé par ma volonté de faire tzedaka dans le judaïsme ou zakat dans l'islam ou la charité chrétienne, ou la charité chrétienne dans le christianisme, quand je donne à ce pauvre, qui est aussi un citoyen, et si je suis athée, que je le fais par humanisme ou par simplement volonté de rétablir une justice sociale, peu importe, c'est bien. Ce qui compte, c'est mon acte. Donc, c'est ça la laïcité. La laïcité, c'est la capacité pour chacun de trouver son propre moteur. Mais personne ne conteste ça. Si. Si. De la vie. Si. La laïcité. La France a été actuellement, moi, j'ai une foi, par exemple, qui m'empêche de travailler le samedi. Actuellement. Oui. Je ne peux pas travailler le samedi, je ne peux pas écrire le samedi. On me dit, tu es donc juif pratiquant, tu ne vas pas travailler le samedi, tu ne vas pas passer d'examen le samedi, donc tu vas être un bon citoyen tant que tu n'as pas un examen passé le samedi. Or, de tout temps, on a toujours trouvé à arranger. C'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin de passer un oral le samedi, je ne peux pas le passer le vendredi, je ne peux pas le passer un autre jour. Si on n'arrive pas à arranger, produire du vivre ensemble, on devient braqué dans une société qui rejette, qui norme. On a toujours arrangé Bravo, ça. Vous avez raison. On l'a toujours arrangé, on le fait moins maintenant. Et donc je crois qu'il faut rappeler que la laïcité, ce n'est pas l'oblitération du fait religieux, c'est la neutralité de l'État. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que militant. C'est pour ça, bien entendu, que la laïcité en France, elle a mis fin aux guerres qui existaient. Exactement. Il faut comprendre qu'elle est pacifiante. La loi de 1905, elle mettait fin à un affrontement séculaire de plusieurs siècles. Et nous sommes tous pour cette loi. Ceux qui étaient du côté d'ailleurs d'un très grand conservatisme social et une religion dominante qui était la religion catholique, qui n'était pas particulièrement généreuse ni à l'égard des musulmans, ni à l'égard des juifs, ni à l'égard des protestants, et souvent très vindicative, car faites attention, c'est les laïcs qui protègent la diversité des religieux. Et quand vous laissez les religieux ensemble, de ce qu'a dit le rabbin, et on l'a vu en France les dernières années, c'est entre eux qu'ils ont des difficultés, et la laïcité française, celle de Jaurès, celle de Pressensé, celle de Ferdinand Buisson, celle de la loi de 1905, avec des hommes qui avaient des convictions religieuses les uns et les autres. C'était de dire, elle n'est pas du tout anti-religieuse, elle respecte le droit à la croyance, elle l'organise même, et le droit à l'incroyance. Ce n'était pas du tout le ressenti de Mme Delsol et du rabbin, pour l'instant. Oui, mais c'est inexact. Et aller dans des pays où il y a au contraire une fusion entre l'État et une religion, et là, l'intolérance religieuse à l'égard des minorités religieuses est beaucoup plus grande. Donc notre laïcité française est une laïcité ouverte, et il faut surtout y veiller. Et le grand problème de l'intervention de Nicolas Sarkozy, unique, c'est au-delà de la gauche et de la droite, c'est au-delà des différentes confessions.
c'est de rompre avec ce pacte qui permettait précisément ce pluralisme, cette pacification, cette coexistence et ce respect de la diversité des opinions et des points. Sarkozy met ce pacte en danger, dit Vincent Peillon, en fait. Monsieur Chartier. Ensuite, Mme Fouras. Je serais heureux d'entendre Vincent Peillon préciser sa pensée parce que je ne comprends pas en quoi est-ce qu'il met en danger ce pacte. Alors, au contraire, parce que qu'est-ce que j'entends, si je peux me permettre de préciser ma pensée. Il encourage le dialogue interreligieux. Il respecte l'ensemble des religions et des croyances, y compris des personnes qui ont décidé de ne pas croire. Il respecte tout le monde et il dit la laïcité, c'est l'un des fondements de notre socle républicain. Pas d'opposition ici. Non. Et moi, j'ai le sens... Pour l'instant. Voilà, et je vais terminer ce propos avant d'entendre Vincent Peillon. Et il dit, je suis très rassuré, très heureux lorsque je vois le roi d'Arabie Saoudite aller à la rencontre du pape. Parce que je trouve que à la place de bien des conventions et bien des débats, eh bien, il construit une pacification du monde. Et moi, je trouve que cela, c'est riche. Je pense qu'il a raison d'aller dans ce sens. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Vincent Peillon dit qu'il est en train de briser ce socle républicain, alors même que moi, j'ai le sentiment exactement inverse. J'ai le sentiment qu'il le renforce en prônant ces discours interreligieux, le débat des religions, et puis d'un autre côté, en reconnaissant le fait religieux, et puis en le disant, et puis en l'exprimant. Alors, une réponse rapide, ensuite je voudrais que le débat circule. Lorsqu'il dit que le fondement, la distinction entre le bien et le mal est mieux faite par le religieux que par le laïc, il pose à la question de la morale qu'évoquait Régis Debray, notre morale commune, celle qui doit réunir tout le monde, il lui pose un fondement religieux. Il dit qu'il y a une supériorité là du religieux sur le laïc, donc ça veut dire sur la raison, sur la science, sur l'exercice critique du jugement. Dans son discours, si je puis me permettre, il l'a dit deux fois, oui, et c'est l'essentiel. Mais au CRIF, non, justement. Et ça, c'est très intéressant. Il dit que c'est pas dans le même ordre au CRIF. Voilà, c'est ce qu'il a rappelé. Donc ça veut dire qu'il a rétabli très justement l'équilibre. Et c'est la raison. Oui, mais en même temps, puisque justement, lors de ces deux discours, parfois, finalement, sa pensée déformée par les interprétations, il a été amené, lors du discours devant l'Assemblée du CRIF, à repréciser. C'est vraiment ce qu'il a fait, Vincent. Attendez, on va voir. Justement, il a rétabli l'équilibre, et ce qui m'a semblé très juste. Attendez, monsieur Chartier. Madame Fouras, monsieur Chabi, qui veut pas? Qui veut intervenir? Monsieur Peillon. Vous voyez bien les problèmes que... De transcendance, ça se débat. Les problèmes que pose le fait d'avoir ouvert ce débat, de voir à nouveau un politique qui veut jouer avec le feu, en l'occurrence, qui veut un peu voler de sacré aux religieux, l'instrumentaliser pour avoir toujours plus de pouvoir, c'est très révélateur le débat qu'on a. On a Madame Delsol qui nous dit c'est important de rendre hommage aux racines chrétiennes. Aussitôt, on a Monsieur Chamby qui nous dit ah oui, alors attendez, moi aussi je suis d'accord, il y a beaucoup trop d'athées et beaucoup trop de militantisme laïque. Il y a beaucoup trop de militantisme laïque qui vire à l'athéisme, mais quand même les racines chrétiennes, on ne va pas nous imposer ça. Et puis il y a Monsieur le rabbin que j'ai vu moi dans un exercice filmé par la télévision qui m'a assez surpris, en train de passer des coups de fil sur une université pour essayer plus ou moins d'intervenir directement dans le contenu pédagogique et essayer de faire revenir une chargée des TD. Essayer de faire en sorte qu'une chargée de TD qui fait des TD le samedi pour tous ses élèves, accepte qu'un élève, parce qu'il est juif, soit dispensé de ces TD-là. Non, pas ça. Là, c'est de l'ingérence, monsieur. C'est du communautarisme. Vous êtes au-delà du religieux. Répondez rapidement. C'est essentiel ce que vous dites. Je dis simplement, ce petit qui avait cet examen ce jour-là, ce samedi, je demandais, comme tous ses examens, je demandais qu'il ait le droit d'avoir 0, qu'il passe ses examens en ayant 0. Et qu'il ne soit pas obligé d'aller à son TD, de sorte de ne pas avoir un 0 éliminatoire. Je trouve qu'il y a une discrimination scandaleuse du fait qu'on dise « je me casse la jambe la veille d'un examen, bon, je 0, je suis excusé ». Ma foi m'impose de ne pas composer ce jour-là, je suis inexcusable. Ça, c'est de l'intégrisme. Mais pourquoi il n'a pas juste dit qu'il était malade et qu'il mais non, vous voulez qu'il Pourquoi est-ce qu'il faut que le religieux... Non, mais pourquoi le religieux a droit à un statut aménagé que plutôt n'ont que pas de le droit dire d'autres simplement j'ai une foi dans laquelle je crois profondément et que je veux mettre au service, cette foi au service de la République. Alors on me dit non, monsieur Manté, faites-la cool, faites profil bas, dites que vous êtes malade. Vous auriez le droit de faire un statut aménagé. Non, je ne demande pas un statut privilégié. Je dis simplement qu'on prenne compte des réalités de la vie des gens. J'aimerais rebondir d'une part pour dire à Mme Fourest qu'elle est spécialiste des amalgames. Je n'ai jamais dit qu'il y avait trop d'athées ou que je n'étais pas bien avec les athées. Au contraire, je suis parfaitement bien à la Commission Islam-Laïcité avec des libres-penseurs, des personnes athées qui sont des défenseurs chevronnés de la laïcité. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est dans le fait que M. Sarkozy, en langage judiciaire, pour moi, il serait multirécidiviste. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il fait des atteintes à la laïcité. Il est allé en 2003 voir le Moufti d'Al-Azhar en Égypte pour nous ramener une fatwa pour exclure des jeunes filles de l'école.
Ça ne s'appelle pas la laïcité pour moi. Les lois de la République sont suffisamment solides pour pouvoir gérer la vie en société. On n'a pas besoin d'aller écouter la fatwa d'X ou Y. En 2005, lorsqu'il y a eu les révoltes des quartiers populaires, ces services étaient contents de faire émerger une fatwa de l'UOIF qui est venue dire que les révoltes populaires, ce n'était pas islamique, etc. etc. Le double langage. Dire quoi, il instrumentalise? Oui, non, c'est-à-dire pour moi, il empiète sur le champ du religieux. Il n'est pas dans la neutralité qui est exigée par la République, par les institutions de la République. Un président de la République n'a pas à privilégier telle composante de la société plus que telle autre. Il y a du droit commun. Alors juste quand même un petit mot important. C'est quand même l'islam qui est concerné dans tout ça, M. Moiti. On l'oublie ça. M. Sarkozy et d'autres personnes qui parlent de ces questions de la remise en cause de la loi de 1905, parlent du fait que l'islam est en retard par rapport aux autres religions au regard du traitement que la République fait dans sa neutralité et dans le fait que l'article 1er de la loi de 1905 stipule que la République garantit le libre exercice des cultes. Et vous ne pouvez pas et nous, on ne peut pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas avoir de lieu de culte, parce que des élus font de droits de préemption, parce que des tribunaux administratifs, M. Sarkozy a parlé d'islamophobie à Alger. Il a dit le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme, ça ne s'explique pas, ça se combat. Mais malheureusement, M. Sarkozy, pour le coup, il nous fait un double langage. D'un côté, il nous dit ça, et d'autre côté, ses services, le procureur de la République, qui reçoit des instructions du ministère, ne fait rien, et laisse l'extrême droite se faire... comme on dirait, la santé sur le dos des musulmans de ce pays. Et ça, c'est inacceptable. Ça, on ne peut pas, d'un côté, être garant des institutions, et de l'autre côté, laisser une catégorie de la population être jetée à la vindicte. Est-ce que c'est si vrai que ça, l'islam des caves, etc. Oui. Mais oui, malheureusement, monsieur Moiti. Est-ce que vous avez des chiffres? Aujourd'hui, juste une précision. Non, parce que... Le CFCM, monsieur Moiti, le CFCM, c'est une entente manifeste qu'il a faite. Je voudrais préciser un élément. Vous avez entendu ce qu'il a dit, il s'adresse surtout aux musulmans. Enfin, j'ai bien entendu, et il se trouve, par extraordinaire, qu'un article dans le journal Le Monde, daté de dimanche et lundi, justement fait le point sur ces fameuses villes et l'implantation des mosquées. Et qu'est-ce qu'il dit, cet article? Il dit que justement la situation qui était tendue il y a quelques années est en train de se détendre, qu'effectivement ça progresse, ça a évolué plutôt dans le bon sens. Donc c'est exactement l'inverse de ce que vient de dire monsieur. On construit des mosquées, oui, ça veut dire qu'on construit des mosquées, ça veut dire... On n'a jamais construit autant, dit Caroline Forest. Ah bah non, vous ne pouvez pas dire que c'est du... Non, je suis désolé, c'est pas vrai, parce que c'est des dossiers qui sont entrepris depuis belle lurette. Il y a une seule ville où justement il y a un cas particulier et le maire est en train de trouver une solution. Donc là, je trouve qu'on a considérablement progressé s'agissant des lieux de culte musulmans. Vous êtes d'accord? Non, mais juste un point. On n'a jamais construit autant de lieux de culte depuis un siècle qu'en ce moment. Il se construit environ 16 mosquées par an. Il se construit 34 lieux de prière évangélique par an en France en ce moment. 34. Quasiment un lieu de prière ouvre par semaine dans ce pays au moment où nous parlons. Et on essaie de nous faire croire qu'il faut modifier l'esprit de la loi 1905 pour permettre de faire encore plus de lieux de culte, encore plus de religieux et plus de risques communautaristes religieux, alors que, comme vient de le dire monsieur, et on est d'accord là-dessus, tout est en train de se régler, voire même d'aller au-delà de... Madame Delsol, Dieu est dans le cœur de chaque homme, a dit le président. Je ne pense pas que la question de... Je ne pense pas que la question politique soit de se dire il ne faut pas ouvrir trop d'écoles, pas trop de mosquées ou d'églises parce qu'il y aura des guerres. La question est de savoir ce que veulent les citoyens, s'ils ont besoin de lieux de culte ou non, et de lieux de culte dans telle ou telle religion. Et la question du politique, c'est de créer les conditions pour que l'épanouissement spirituel se fasse comme l'épanouissement culturel ou autre. Bon, cela dit, pour la question de la neutralité, je ne vois pas en quoi le président n'a pas été neutre. Il a parlé de tout. S'il avait fait un discours complètement athée, tout le monde aurait, à la limite, ça serait passé par perte et profit, tout le monde aurait trouvé ça naturel. Mais il s'est mis à dire que, eh bien oui, nous sommes mortels et la question spirituelle existe. Nous sommes des êtres dramatiques, tous. Est-ce que c'est à lui de nous le dire? Mais bien sûr, non, mais évidemment. Mais ça ne veut pas attendre M. Sarkozy pour l'apprendre. J'espère, oui. Mais enfin, il s'est simplement mis à dire que la question religieuse était importante, que la question religieuse, la question spirituelle, parce que c'est pas forcément des religions qui répondent à la question spirituelle. Mais quand il dit Dieu est dans le cœur de chaque homme, madame, Dieu est dans le cœur de chaque homme. Est-ce bien le rôle d'un président de la République que de tenir de tels propos qui peuvent heurter la sensibilité laïque ou athée? Je termine juste sur... Non mais madame, je vous pose une question précise. Ça peut heurter. On connaît tous des gens totalement athées. C'est la question du sens qui est dans le cœur de chaque homme. Mais pourquoi ça serait la religion qui donnerait du sens, forcément? Les religions donnent du sens et d'autres, et des sagesses donnent du sens aussi. Mais pas seulement. Pas seulement des religions. Oui, des religions, mais bien sûr, pas seulement des religions, vous avez raison. Ah non, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Alors, une question, s'il vous plaît, là-dessus. Non, parce que c'est un point très important. On confond deux choses. Ne nous faites pas dire qu'on est contre le droit à la croyance et qu'on ne respecte pas les religions. C'est bien le contraire.
Et vous avez tout à fait le droit, dans votre vie privée, comme le président de la République dans sa vie privée, d'avoir des croyances. Simplement, ça a été dit magistralement par Régis Debray, il est le président de tous les Français. Et d'une organisation politique qui fait qu'on a séparé, et c'est ce qui permet la paix, il n'y a qu'à voir d'ailleurs cette bagarre qui s'ouvre, c'est que chacun, dans sa vie privée, a ses croyances. L'État essaie de faire le mieux possible, on vient de le dire, y compris pour les mosquées, pour que les uns et les autres puissent exercer librement leur culte. Il y a la foi et puis il y a la pratique. Mais à partir de là, il s'en tient à la neutralité. Il est le chef de l'État. Et pour la première fois, il tient des propos religieux. Ça a des conséquences terribles. Mais moi, je me demande pourquoi. Est-ce qu'il y avait un grand débat religieux entre nous dans le pays? Pas du tout. Est-ce qu'il y avait ces conflits? Non, pas du tout. Alors, est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que vous pensez que c'était le sujet de préoccupation des Français dans ce mois de janvier? Aucune étude ne le montrait. Et on voit au contraire dans toutes les études, pas du tout. C'est très pacifié de ce point de vue-là. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy, une nouvelle fois, veut alors que les gens se préoccupent du pouvoir d'achat, alors que les gens ont des inquiétudes qui sont extrêmement profondes sur le logement, le transport, etc., qu'on voit la situation. C'est un moyen il remet cette affaire au milieu et il crée comme d'habitude. C'est pas un peu trivial. Et il crée comme d'habitude de la conflictualité, parce que c'est ce que l'on voit là. Quel est l'intérêt de faire que les uns et les autres vont descendre? Bien entendu. Il est là pour assurer la cohésion nationale. Il est là pour être le chef de l'État de toutes les croyances et des incroyances. Et tout d'un coup, il provoque un débat, et on va en reparler tout à l'heure avec la Shoah, d'une extrême violence. Et sur la question religieuse et laïque, il parle toujours d'identité nationale. Il foule aux pieds les principes même de notre identité, précisément républicaine et laïque. On ne peut pas croire qu'il ne le fait pas exprès. Alors, quel est cet intérêt? Si j'ose dire, quel intérêt, oui, alors. Je pense que, honnêtement, s'il avait voulu être prêtre, rabbin ou imam, ou écrire de très beaux livres spiritualistes, on les aurait lus depuis 30 ans. Et donc je pense que cet homme ne fait que de la politique et de la communication. Qu'il est en difficulté politique... Il est en difficulté, il fait bien entendu, pour que l'on arrête de regarder les difficultés sur sa vie privée, les difficultés sur sa gestion du gouvernement, et occuper, comme il l'a déjà très souvent fait. Un coup, c'est le mouton égorgé dans la baignoire, le lendemain, c'est le préfet musulman. Monsieur Pillon, ça a été dit à plusieurs reprises. Il instrumentalise les religions. Mais c'est pas nouveau. En 2004, il écrit un livre, donc c'est une pensée qui ne vient pas de lui tomber dessus comme ça. Et il écrit tout ça dans un livre avec le père Verdun. Il y revient à un moment particulier. Il y revient même dans des conditions particulières, parce que aussi le discours devant le CRIF, on en parlera tout à l'heure, c'est des discours particuliers, comment il instrumentalise et les douleurs d'un certain nombre de gens et une histoire tragique. Jean, vous avez évoqué tout à l'heure Simone Veil, qui ne s'y reconnaissent pas, qui lui avait demandé les pédagogues, les psychologues, Alors qu'est-ce qu'il fait? Il crée effectivement ce qu'on est en train de voir, que pendant 3-4 jours, eh bien la France et les Français, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, vont se dresser et ne pas parler des réalités qui les concernent tous, pas une communauté contre les autres, qui sont les questions fondamentales du pays, le pouvoir d'achat, la croissance et toutes les difficultés qu'on connaît. Ou de ce côté-ci de la table, si j'ose dire, ou de ce côté-ci. Alors, si vous êtes sans voix, monsieur le rabbin, je passe la parole à Mme Forest. Moi, je n'ai pas à défendre le président. Comme disait Debray, je ne suis pas un politologue, je n'ai pas à défendre le président, mais je dis simplement, il a écrit ce livre. Et monsieur Chartier n'est pas rabbin. Donc oui, mais je sais pas comment on va faire. Pas encore en tout cas. Oui. Mais le président avait écrit ce livre il y a longtemps, en 2004. Il avait écrit ce livre, il avait dit ce qu'il pensait sur la question de l'implication possible de la foi au service de l'ensemble. Cette question des examens dont vous parlez tout à l'heure, il l'avait traité. Oui. Il l'avait traité et il avait annoncé les choses. Maintenant, que ça vienne maintenant ou à un autre moment, je pense que c'est quelque chose qui structure sa pensée. C'est-à-dire que, de mon point de vue, le moteur de la foi est un moteur qui permet de faire des choses assez extraordinaires. Et je trouve dommage que tout ce que les communautés religieuses font, et vous parlez tout à l'heure de cela, mais tout ce que les communautés religieuses font au service du bien public. Vous aviez raison, en 1905, il fallait se protéger d'une religion qui voulait mettre la main sur la société. Maintenant, on est dans une autre lecture de la laïcité où toutes les religions viennent voir l'État en disant qu'est-ce que nous, on peut faire pour l'État. Oui, je pense que nous ne sommes plus dans une option maintenant. Vous croyez que les religions ne sont pas instrumentalisées politiquement aujourd'hui? Nous disons maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'ensemble de la société. C'est vous deux qui trouvez que la société est apaisée, je suis désolée, tout le monde ne partage pas ce constat. Il y a des gens qui poussent au crime, il y a des gens qui exploitent des filons. Je vous dis, un certain nombre de courants laïcards, je vais vous dire, monsieur Martin. Un courant laïcard, attendez. Un courant laïcard qui exploite le filon de l'islamophobie. Par exemple, aujourd'hui, M. Sarkozy, quand il parle d'islamophobie, c'est pas le fait du hasard. Il n'invente pas ça comme ça de n'importe quoi. C'est d'une réalité sociale, politique. Il a raison de parler d'islamophobie, mais il faut aussi savoir d'où vient cette islamophobie. Aujourd'hui, il y a une confusion volontaire, en particulier depuis le 11 septembre 2001, dans laquelle se sont engouffrés, y compris des gens de gauche, des progressistes, etc. Islam égale terrorisme, islam égale intégrisme, etc. Et c'est devenu un fonds de commerce politique pour des gens
qui sont de droite et de gauche d'ailleurs, et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 1989, la première affaire du foulard, beaucoup de gens se sont engouffrés alors qu'on les avait à nos côtés, auprès des ouvriers issus de l'immigration, auprès des quartiers populaires, et d'un coup on les retrouve en train de monter au créneau pour faire exclure, pour remettre en cause la laïcité, parce qu'elle a été remise en cause la laïcité. Le Conseil d'État en 89 avait donné sa position sur l'histoire des foulards dans les écoles. Il a fallu que ce courant laïcard se batte et nous faire sortir une loi. C'est laïcard pas positif. Oui, voilà, c'est pas positif, parce qu'il y a les laïcs et il y a les laïcards. Moi, pour moi, c'est un péjoratif que j'utilise volontairement pour dire qu'il y a des gens qui ont des comptes à régler avec la religion et qui ne sont pas dans une laïcité apaisée, qui veulent refaire une laïcité de combat anti-religieuse. Ça serait la laïcité négative. La laïcité négative. Et si je peux me permettre juste de terminer parce qu'encore une fois, elle demande la parole, ainsi que M. Chartier depuis quelque temps. Voilà. Très bien. Donc, le problème, c'est que la loi du 15 mars 2004, c'est une loi d'exception. C'est-à-dire qu'on a touché au socle commun de la République, les lois de la République, pour sortir une loi que Jean-Michel Bélorgey qualifie de loi scélérate, qui est de faire exclure des jeunes filles de l'école publique. Si on veut favoriser le communautarisme, on ne s'y prendrait pas mieux. Monsieur Chartier, Madame Fourest, ensuite Monsieur Chartier qui va répondre. Ce qu'il vient de dire est très passionnant. Il faut savoir que c'est très, très parlant ce qui vient d'être dit. Pour Monsieur Chamby, l'islamophobie, c'est tout simplement résister à l'intégrisme. C'est être islamophobe déjà. Pas du tout. Ce monsieur fait venir des penseurs du Fils à Lyon, dans l'organisation qu'il occupait avant à l'UJM, au nom de Mustapha Brahimi, vous connaissez Je ne connais pas du tout. Bien sûr. Je vous assure, je ne connais pas du tout. Et l'histoire du UJM, je l'ai. Je peux vous en parler. Vous ne connaissez pas. Hani Ramadan, on connaît. Tariq Ramadan, on connaît. Oui. Et où le problème ? Il y a une justice dans ce pays. C'est de dire, qu'aujourd'hui, le principal problème de ceux qui agitent et qui créent des tensions sont les laïcards. On a entendu laïcard ici, on a entendu intégristes laïcs à l'autre bout. Et ça se rejoint. Vous voyez bien ce qui est en train de se jouer. C'est un rapport de force. Décryptez-le, alors. C'est un rapport de force entre des gens qui considèrent que le principal danger aujourd'hui, ce sont les laïcs, et ceux qui pensent que le principal danger aujourd'hui, ce sont les intégristes. Non, on n'a pas la même analyse. L'un des dangers. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, on pourrait poser la question, quand Michel Rocard a réglé l'affaire de la Nouvelle-Calédonie en envoyant le président de la Fédération protestante et le président des francs-maçons, ça a gêné personne. Alors, je ne sais pas si votre courant, parce que au PS, j'ai du mal à suivre. Mais est-ce que, quand Michel Rocard l'a fait, ça a gêné personne ? Il a été prendre des grandes consciences de la République. Moi, je trouvais que c'était très bien. Donc, finalement, il y a un côté qui peut le faire, un autre côté ne peut pas le faire. Le danger n'est pas que les laïcards. Le danger, c'est l'absence de laïcité. Le danger, c'est l'absence de neutralité de l'État. Merci, Monsieur Chartier. Non, il faut... Monsieur Chartier, totalement sujet. Monsieur Chartier, on respecte les religions. Le CRIF existe. Les protestants existent. Monsieur Payon, on parle avec eux. Le problème, c'est le chef de l'État. Arrêtez. C'est le chef de l'État qui met la religion en situation. Oui, allez-y. Monsieur Chartier, il parlait d'instrumentalisation du discours. Non, et puis, c'est important parce que regardez, on est en train de noter des dates importantes, 89, 97, 2004. Ça veut dire que finalement, ce débat sur la religion, le fait religieux, je veux dire, mais ça dure depuis des années. C'est pas conjoncturellement depuis 2 mois que ça existe. Ça fait des années que ça dure. Bon, est-ce que le fait d'en parler, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? C'est-à-dire, effectivement, d'affirmer que la religion, c'est des valeurs, que c'est des principes, et qu'en même temps, les non-croyants ne sont pas dénués de valeurs et de principes, parce que c'est quand même ce qu'il dit lors du discours devant l'Assemblée générale du CRIF. Merci, Monsieur le Président. Et donc là, je m'inscris en faux sur ce que vous disiez tout à l'heure, en disant, on a le sentiment... Non, mais Vincent Payon, on a le sentiment tout à l'heure dans votre propos que vous disiez que c'était seulement la religion qui véhiculait des valeurs. Mais c'est pas vrai, il a dit exactement l'inverse. En revanche... Quelle ignorance de notre tradition. En revanche, qu'est-ce que vous dites lorsque vous parlez d'instrumentalisation ? Vous entendez finalement que le roi d'Arabie Saoudite est victime d'une instrumentalisation par Nicolas Sarkozy, que le pape à Latran est victime d'une instrumentalisation par Nicolas Sarkozy et que l'Assemblée générale du CRIF tout entière est victime d'une instrumentalisation par Nicolas Sarkozy. D'abord, quel talent Mais j'ai vraiment le sentiment que, bien évidemment, là n'est pas le sujet. Et le sujet, c'est quoi ? C'est d'essayer effectivement de faire apparaître un vrai débat de fond et qui évite de rester en superficie. Et qu'est-ce que c'est que la superficie ? C'est parfois, monsieur, si je puis me permettre, et sauf votre respect, les propos que vous tenez. C'est-à-dire que, ou finalement, tout à l'heure, sur les mosquées, où vous dites qu'il n'y a rien qui est fait. Non, et donc, vous restez en superficie. Il y a des discriminations qui ne sont pas traitées. Moi, je crois que, notamment sur ce débat, on gagne considérablement à entrer dans les détails. Par exemple, sur le voile, est-ce que vous savez que la loi qui a été adoptée est une loi en parfaite conformité avec les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ? Qui dit quoi ? Qui dit finalement, le principe de laïcité, il est établi, il est incontestable. Mais chaque pays
a la possibilité de fixer les règles et les limites s'agissant des ports des insignes religieux dans les lieux publics ou même à l'école. Voilà ce qui est dit. Et là, en l'occurrence, la loi a permis quoi ? Elle a permis surtout de clore le débat dans les établissements scolaires parce que avant cela, qu'est-ce qui se produisait ? Eh bien, il se produisait que les chefs d'établissement étaient bien mal à l'aise pour savoir ce qu'ils devaient faire et finalement, c'était prendre sur leurs épaules une très grande responsabilité alors que c'était le rôle de la loi. Merci beaucoup. Le fond de l'affaire, c'est dans la juxtaposition entre morale laïque et morale confessionnelle. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons décidé de construire un pays. La République, d'ailleurs, elle ne s'était pas établie avant la Troisième, précisément parce qu'il y avait toujours ce retour, en l'occurrence, d'une religion catholique rétrograde. De faire une morale, c'est Jules Ferry, la fameuse morale de nos pères, commune, et c'est ce que disait très bien Régis Debray, qui n'est pas fondée sur une révélation. Pourquoi ? Parce qu'il y a autant de religions que de révélations. Cette morale, elle doit englober tous ces principes humanistes, qu'on partage d'ailleurs avec le prophétisme juif, la religion musulmane, qui sont des principes qui permettent justement d'avoir une morale pour tout le monde, en dehors même de ces confessions. Et donc, il était dit très clairement, c'est des débats nombreux à la Chambre, c'est les fondements même de notre République, il faut cette morale sans fondement religieux. Elle n'est pas en concurrence. Vous pouvez avoir une morale confessionnelle. Vous êtes à l'école laïque et puis après vous allez au Talmud, après vous allez au cours de Coran, après vous allez au catéchisme. Il n'y a pas de problème. Mais dans l'école de la République, il n'y a qu'une seule morale et elle vaut pour le petit musulman, pour le petit juif, Parce que si vous pensez que ce n'est pas le cas, vous découvrirez que les morales religieuses, eh bien précisément, elles se heurtent. Et là où il y a confusion du pouvoir politique et du pouvoir religieux, on évoquait tout à l'heure, il le faisait Régis Debray par exemple, ce qui se passe dans le conflit. Si vous n'êtes pas d'accord. Sur le fait que les morales religieuses qui vous dit que les morales est-ce que vous pouvez donner un exemple ? J'avoue que je ne vois pas en quoi est-ce qu'elles se heurtent. Sur les droits des femmes, par exemple, il y a plein de dispositions qui sont dans les morales religieuses qui se heurtent à notre conception de l'égalité. Reléguer les droits J'enseigne au Talmud Torah, je n'ai jamais vu des rabbins enseigner aux jeunes qu'il ne faut pas écouter les autres, qu'il ne faut pas aller jouer avec des petits copains qui ne soient pas juifs. Je n'ai jamais vu ça, ça n'existe pas. Si quelqu'un ose enseigner ça, il se trompe. On ne parle même pas de ça, monsieur le rabbin. Vous savez bien que dans tous nos textes sacrés, on a été obligé de les revoir. On est contre tous les principes même du développement de la science. Il y a quand même d'un côté la révélation, la foi dont vous parlez, et puis il y a les... C'est pas l'heure. Que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, excusez-moi, que ce soit par rapport à l'évolutionnisme, dans des religions qui croient ne serait-ce qu'à la création, eh bien, vous avez quand même une opposition depuis longtemps. Trouvez-moi une franchement, si vous ne pensez pas s'il vous plaît, ne parlez pas tous en même temps. C'est qu'on a considéré que dans l'école de la République, où la raison vaut pour tout le monde, qu'on soit juif, musulman, protestant, eh bien, il fallait faire en sorte qu'on ne mélange pas les deux dans cette école. Pour le reste, chacun peut avoir... Question du rabbin, est-ce que la morale républicaine est enseignée ? Moi, j'aimerais qu'on enseigne la morale républicaine. Comme la Shoah, monsieur le rabbin. Il y a 4 niveaux de classe. Mes enfants sont dans l'école publique, en leur appelant plutôt Halloween, on leur apprend plutôt Halloween qu'une morale républicaine. Alors, écoutez... Attendez, alors, on va aborder la question de... Oui, alors, on termine. Qu'est-ce qui nous choque le plus aujourd'hui ? Refaisons pas le débat, personne n'est ici pour dire que le religieux en soi n'a pas sa place dans la cité, c'est absolument pas le débat. Ce que dit le président de la République et ce qu'on lui reproche, c'est qu'il considère aujourd'hui qu'il est de son rôle en tant que président de la République d'encourager l'espérance spirituelle quasiment au détriment de l'espérance sociale. C'est une mauvaise nouvelle parce que son boulot, c'est quand même plutôt de nous donner de l'espérance sociale. Donc on a un petit peu le sentiment qu'il est en train de nous annoncer que de ce côté-là, ça ne va pas extrêmement bien se passer. Donc on est en train de renouer quelque part un peu avec l'opium du peuple, c'est-à-dire espérer plutôt le ciel que vraiment le social, parce que le social, vous l'aurez pas beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, pour les quartiers populaires, juste un mot. Sur les quartiers populaires, quand Nicolas Sarkozy estime que le principal problème des quartiers populaires aujourd'hui, c'est qu'elles sont devenues des déserts spirituels, je crois qu'il ne va vraiment plus assez en banlieue, à part dans certains commissariats. Ils devraient y retourner. Ce qu'ont besoin les quartiers populaires aujourd'hui, c'est des crédits pour les travailleurs sociaux, c'est des crédits pour la culture, c'est de l'égalité des chances, c'est de la lutte contre le racisme. Ils n'ont sûrement pas besoin de plus de religieux. Je ne crois pas que ça soit une question de crédit, je crois que c'est aussi une question d'espoir. Je crois que c'est aussi une question d'espoir. C'est ce qu'on attend d'un président. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a pire que l'économie parallèle, il y a les islamistes. Donc Mme Forest me surprend aujourd'hui à parler des quartiers populaires en ces termes. Non, excusez-moi, c'est qu'il faut quand même dire les choses comme elles sont. Moi, juste un petit mot. La question de la laïcité, c'est une question de neutralité, c'est une question de traitement égalitaire. Le traitement égalitaire. Aujourd'hui, bien sûr, séparation de religion, plutôt on est d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement égalitaire de la République des différentes composantes qui composent la société française. Aujourd'hui, les musulmans, ils sont aux abois. D'un côté, on leur dit, vous n'allez pas chercher de l'argent d'étrangers. Pourtant, M. Sarkozy, avec Mme Alioumari, concrétise la fondation des œuvres de l'islam dans laquelle il y a de l'argent d'étrangers. Première contradiction. Deuxième, on nous dit, non, vous n'avez pas le droit. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que c'est pas normal.
qu'on nous fasse avaler des couleuvres comme ça, parce que c'est trop gros. Voilà. Certes, il y a des élus aujourd'hui qui facilitent parce que le vote musulman commence à compter. Et moi, j'ai pas envie que la République traite avec les composantes de cette société de manière clientéliste, communautariste. J'ai pas envie que Monsieur le Président de la République aille au CRIF parce qu'on est à un mois des élections municipales, ni qu'il aille à la mosquée de Paris ou la mosquée de l'UOIF ou je ne sais qui pour récolter les voix des musulmans. Okay. Aujourd'hui, les élus se déchaussent à tir à l'arigot dans les quartiers populaires pour entrer dans les mosquées. Et hier, je vous donne un exemple. Attendez, c'est génial. Vous avez dit qu'on le dénonce. Il y a même un signataire. Excusez-moi, il y a un signataire sur Marianne qu'on connaît parfaitement à Lyon, qui est M. Gérard, on termine parce que qui n'a pas arrêté de quitter ses chaussures pour aller dans les mosquées récolter les voix des musulmans. Monsieur, merci, Monsieur Jabi. Merci. Le maire propose de prendre la place de l'imam pour parler à la communauté. Merci. Donc, vous voyez, donc il y a du deal. Monsieur Chartier, un mot, vraiment un mot, parce qu'il faut qu'on passe au dernier sujet. Oui, je veux simplement dire qu'on ne peut pas opposer espérance religieuse et espérance sociale parce que c'est trop facile et c'est un trop grand raccourci. Donc, je veux dire, lorsque Nicolas Sarkozy donne... Non, pas du tout. On s'interrompt pas, s'il vous plaît. On s'interrompt pas. Franchement, c'est pas l'opposition et vous le savez très bien. Je veux dire, rappeler ce que c'est que l'espoir et que les valeurs de la religion, et bien effectivement, c'est aussi les valeurs de l'espérance. Je crois que c'est très bien et je crois que c'est très positif. Maintenant, vraiment, encore une fois, et ça c'est très important, il l'a rappelé au CRIF. C'est-à-dire, il oppose pas les croyants et les non-croyants. Il dit simplement, il rappelle les valeurs de la religion et je crois que c'était bien. Et c'était vraiment tout le sens du discours. On a déjà dit ça, Monsieur Chartier. On l'a déjà dit. Oui, je voudrais simplement... Parce que c'est trop facile de faire le raccourci en disant, on oppose espérance sociale et espérance religieuse. Il y a de l'espérance religieuse, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'espérance sociale. C'est pas vrai. On dit juste qu'il n'est pas président de la République. Il n'a rien à nous dire sur l'espérance spirituelle. Espérance pour les religieux, c'est dans son texte. C'est comme chaque fois. Il fait une mesure, il recule. Il a fait ce discours, finalement il ne l'a pas dit. Puis c'est pas ça qu'il voulait dire. Attention, merci. Je vous propose de revoir. On ne va pas le revoir d'ailleurs. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le président mercredi, mais c'était mercredi dernier au CRIF. C'est le point de départ d'une très vive polémique, Madame Delsol, ça vous touchez aussi, enfin très violente, qui agite la France depuis mercredi soir. Le président a proposé qu'à la rentrée 2008, chaque élève de CM2, ils ont quoi, 9-10 ans, les élèves de CM2, c'est ça? Oui. Se voit confier la mémoire d'un enfant victime de la Shoah. Bon. Moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. J'aimerais vous entendre parce que c'est un sujet qui, évidemment, très bouleversant. Qui a envie de réagir en premier? Madame Delsol. Je peux juste terminer sur... Non. Je suis désolé, on ne peut pas revenir en arrière. Non. À moins que vous faites une habile liaison, mais... Bon, sur la question du parrainage par les enfants de CM2, c'est ça. Bon, la première chose, je pense qu'on ne fait pas du gadget avec des choses aussi graves. Et pour moi, ça, c'est du gadget, c'est de la com. Alors, j'aurais trouvé très bien qu'un proviseur dans son lycée, qu'un prof dans sa classe décide, dans des circonstances particulières, parce que les enfants sont au courant, avec des plus grands enfants, parce que là, ils sont très jeunes, beaucoup trop jeunes, à mon avis, décide de faire ça. Très bien. Sans le dire, sans le médiatiser. Oui. J'aurais trouvé ça formidable. Mais comme ça, une fois, 2 fois, je ne sais pas. Mais qu'on décide à l'échelon de tout un pays, venant d'en haut, je trouve ça nul. Gadget pour vous, Madame Delsol. Monsieur le rabbin, est-ce qu'il y a eu une tentation des rabbins de France de pousser le président à dire ça? D'ailleurs, j'ai entendu parler de draguer les communautés. Je peux vous garantir que s'il avait dragué comme ça, il s'y prendrait autrement. Personne n'a demandé ça. Je crois que c'est quelque chose qu'il a réfléchi, qu'il Personne n'a demandé. Vous affirmez ici qu'il y a eu pourtant un échange de discours entre le président du CRIF et le président. Personne n'a demandé ça. Ce qui est clair pour moi, c'est que c'est mettre du concret dans une théorie très abstraite. Devoir de mémoire, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui je trouve assez extraordinaire, d'abord, c'est rendre hommage au travail extraordinaire de Serge Klarsfeld, qui a retrouvé les visages, les noms, une courte biographie, malheureusement trop courte, de ces enfants. 11 000 enfants qui existent par un livre. On a mis un visage sur voilà, c'est essentiel. Oui. Ensuite, ce visage, on le transmet à des enfants, pas pour les traumatiser. J'étais pas très pour au départ. CM2, je me suis dit, c'est peut-être petit, il faut demander à des pédopsychiatres. Moi, ce que je sais, c'est qu'au CM2, c'est la première fois où ma fille s'est fait traiter de sale juive. C'est en CM2 que ça commence la distinction, celui qui est autre. C'est peut-être là qu'il faut le faire. Votre fille s'est fait traiter de sale juive? Oui, pas ça. Comment? Vous pensez que ça va éviter ça? Ça va permettre de voir qu'on commence... Oui, pardon, ça va peut-être faire prendre conscience aux enfants que insulter un petit, c'est le début de quelque chose qui peut nous amener bien plus loin. On fait quoi, s'il vous plaît, monsieur Rabin? On fait... Mais... J'ai fait exprès de montrer qu'il y a de la surenchère communiitaire. Voilà, voyez, monsieur Moitié. Si je peux me permettre, quand on apprendra, quand vous posez une question, je veux qu'on sorte de ça. Non, excusez-moi, laissez-moi terminer. Mais on a bien entendu votre réaction. Vous terminez vite, monsieur Rabin. Quand on apprend comment s'est construit la mise à l'écart des enfants qui vivaient dans les mêmes quartiers, qui vivaient dans les mêmes écoles, qui allaient dans les mêmes parcs publics,
République, eh bien, on verra que mettre à l'écart quelqu'un, quel qu'il soit juif, qu'il soit arabe, qu'il soit noir, qu'il soit différent, qu'il soit autre, qu'il soit handicapé, peu importe, eh bien, c'est le début de la déconstruction de la société. Excusez-moi, mais la Shoah, ça nous appartient à tous. J'allais dire, c'est un patrimoine de l'humanité, en ce sens que c'est une barbarie qui doit servir de leçon à l'ensemble de l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Moi, je n'ai pas envie qu'aujourd'hui la République hiérarchise les mémoires. Je n'ai pas envie que les Maghrébins, comme je vous dis, j'ai fait exprès de vous dire ma fille qu'on va traiter de salarabe et on l'a fait, on va traiter de salarabe. Est-ce qu'il y a des musulmans? Excusez-moi, je n'ai pas envie que la République, excusez-moi, laissez-moi terminer s'il vous plaît, j'ai pas envie que M. Sarkozy demain instaure dans l'éducation nationale le fait qu'on va parrainer des petits Algériens parce qu'ils ont été massacrés par la guerre coloniale ou des petits esclaves. On a entendu. C'est tout. On a compris. Monsieur Payon, vous êtes gentil, c'est pas la même chose. D'abord, la mémoire de la Shoah est la mémoire vive, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. La communauté entière, c'est un crime contre l'humanité, ça a été dit, ça n'appartient pas seulement. Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est comment un président de la République peut être à ce point ignorant quand il fait des annonces comme ça. D'abord qu'il y a quatre classes dans lesquelles on doit enseigner la Shoah dans nos programmes. On est revenu dessus dans les 20 dernières années. Que la grande difficulté pour ceux, et de nombreuses associations qui s'occupent de ça, et que c'est extrêmement difficile à faire. Les professeurs ont besoin de plus de moyens. Il faut, pour que ce ne soit pas simplement de la communication ou émotionnelle, et je vous renvoie d'abord au rapport de l'Inspection générale d'histoire qui traite ce problème depuis 10 ans, eh bien, il faut faire très attention dans quel cycle pédagogique, quel sens on donne. Quand le président de la République fait ça, est-ce qu'il veut vraiment la mémoire de la Shoah? Pas du tout. Sinon, il travaillait avec les spécialistes. Qu'est-ce qu'il veut alors? Alors, à nouveau, jeter une bombe qui va faire que les communautés s'opposent. Il va d'ailleurs, je vais vous le dire, j'ai été professeur pour les instituts. Eh bien, il vient de le faire. Et c'est extrêmement grave. Car ça ne se fera jamais dans aucune classe. Vous le savez. Ça ne se fera jamais. Monsieur Chartier va défendre. Monsieur Chartier. Déjà aujourd'hui, d'ailleurs, il recule. Monsieur Chartier, vous voulez défendre la Si on veut défendre cette cause, il y a des bons moyens de le faire. Monsieur Payon, stop. Les professeurs le font et demandent à pouvoir faire mieux. C'est pas en faisant ça qu'on va les aider. Merci, Monsieur Payon. Monsieur Chartier, vous voulez? Oui. Tout d'abord, la Shoah, c'est au programme des CM2 depuis 2002. Oui. Donc, par conséquent, on est vraiment... Troisième des premières et des terminales. Oui, mais en l'occurrence, pour les CM2. Deuxième élément, il y a beaucoup de classes de CM2. Il y a beaucoup de classes de CM2 qui, déjà, parlent de la Shoah, font venir des anciens déportés, voient des films. C'est pas ce qu'on dit, c'est en l'occurrence les faits. Une classe de la Marne, j'ai regardé, et c'est quand même très frappant. C'est-à-dire que finalement, ces expériences-là sont livrées. Et qu'est-ce que disent les enfants? Ils disent, on ne savait pas ce que c'était, on a découvert. Et c'est très important pour nous d'avoir découvert et d'avoir compris. Et puis, je lisais l'article d'Emmanuelle Mignon dans le journal du dimanche aujourd'hui, très bien. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit... Ça ne sera pas un enfant, c'est une classe. C'est une classe qui va suivre un enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement... C'est aujourd'hui dans le journal du dimanche. Une mission qui est confiée par Xavier Darcos à Madame Weisbach, qui est la présidente des enfants mémorial des enfants d'Isieux. Et qui va, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette semaine, elle va réunir dans des conditions... Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu commencer comme ça au lieu de faire cet effet d'annonce? Eh bien, Serge Moiti, je vais vous dire, c'est pas un effet d'annonce, c'est une vraie direction. Et une direction de quoi? D'essayer de faire en sorte que les enfants de CM2, et dont on dit qu'il faut les protéger, franchement, pardon, mais la violence aujourd'hui à laquelle est confronté chaque enfant qui est en classe de CM2, qui regarde la télévision et qui est vidéo. Mais vous avez vu que Mme Simone Veil a dit mon sang s'est glacé. Mon sang s'est glacé. Enfin, Simone Veil a toujours la pudeur de ne jamais en parler. Il faut comprendre. Sur ce point qui me semble essentiel, le fait que justement en classe de CM2, on puisse bien personnifier ce qu'est l'horreur de la Shoah, simplement pour ne jamais oublier, comme disait Vincent Payon de façon très juste, de telle sorte que jamais ça ne se reproduise. Oui, je crois que c'est essentiel. Au Rwanda, pas plus que Darfour. Pas plus qu'en Arménie, pas plus que Darfour. Et surtout, effectivement, comme la Shoah, ça s'est produit, c'est vrai en France, que c'est des petits Français qui ont été déportés, qui ont été exterminés. Eh bien oui, c'est vrai, on le personnifie. Et ça, je crois que c'est très bien pour la conscience collective. Madame Forest, très vite. Si on veut vraiment lutter contre l'antisémitisme, il faut comprendre qu'aujourd'hui, un des moteurs de l'antisémitisme, c'est la théorie complotiste du 2 poids 2 mesures. Et qu'un président... Du 2 poids 2 mesures, on donne toujours aux mêmes, on donne jamais aux autres. Quand un président de la République a passé toute sa campagne à dénoncer la repentance, chaque fois qu'on abordait la question de l'esclavage et de la colonisation, et qui multiplie les annonces sur la question de la mémoire de la Shoah, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses, j'en fais partie de la génération marquée à vie par nuit et brouillard et par la visite de camps de concentration. C'est comme ça qu'on éveille l'antisémitisme. Aujourd'hui, on est en train de raviver... Oui, mais on a tous fait le journal d'Alfred lorsqu'on était en classe de 6e, 5e. Pourquoi faciliter la propagande de gens qui vont sauter là-dessus pour dire pourquoi on s'occupe
peut entraîner la judéophobie. Justement, il faut faire attention à ça. C'est le JFP qui le dit. Tout ça, c'est de l'antisémitisme. Judéophobie, c'est des mots d'ordre. C'est pas important. La réalité, c'est quand c'est l'étranger, ça nous arrange. Anne Frank, on veut bien parce que c'est loin, c'est en Hollande. Quand c'est des enfants qui étaient chez nous et qui étaient français et qu'on a d'une certaine manière trahi, on veut pas. Moi, je trouve que c'est important de porter toute notre histoire, et de la faire partager. Mais vous avez entendu les propos de Simone Veil. Simone Veil a toujours eu la pudeur de ne pas en parler. Et elle-même, dans son livre, elle dit, pour commencer, je dis non, je discute après. Donc, je veux dire, il faut comprendre cette femme qui a été... Pourtant, elle est infiniment respectable, Simone Veil. Infiniment respectable. Et l'ayant vécu dans sa chair. Merci. Non, on termine. Merci. Si vous voulez prolonger le débat, attendez, monsieur. Si vous voulez prolonger le débat, je m'adresse aux spectateurs. Vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. Vous voyez que le débat a lieu, la polémique enfle et le débat est posé. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien. Et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci mesdames, merci messieurs. Je pense que nous reviendrons sur le sujet une autre fois, rapidement, je l'espère, avec vous, si vous voulez bien. Merci beaucoup, au revoir.